qu'à partir de maintenant, le Zaïre tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de France Fanon, le Zaïre est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Dans cette vidéo, nous allons vous faire vivre les grands moments du discours du président Mobutu à la tribune des Nations Unies en 1973. Mobutu, de son nom complet Mobutu Sese Seko Pokungwendu Wazabanga, est né le 14 octobre 1930 et fut président du Zaïre de 1965 à 1997. Mobutu se présente à la tribune des Nations Unies dans un contexte post-indépendance africaine ainsi qu'un contexte de guerre froide. Mobutu commence par expliquer l'effondrement du Zaïre après l'indépendance du 30 juin 1960. En effet, après l'indépendance, le pays était plongé dans le chaos. Tous les fonctionnaires belges qui géraient l'administration du pays sont partis, laissant le pays sans administration. Le nouvel État a hérité d'une dette contractée par la Belgique coloniale et le pays a été déstabilisé par les sécessions katangaises du 11 juillet 1960 et du Sud Kasaï du 8 août 1960. Mobutu dénonce le néocolonialisme occidental en Afrique ainsi que le racisme et l'apartheid. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Mobutu dénonce la conférence de Berlin de 1885 où les Européens se partageaient l'Afrique et s'appropriaient les terres des Africains. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépecèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Mobutu célèbre le vent des indépendances qui a soufflé sur l'Afrique à partir de 1960. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Comme ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec la mondialisation, la volonté de créer un monde unipolaire, l'impérialisme politique et économique de l'Occident, Mobutu dénonçait déjà en 1973 les tentatives européennes de recoloniser l'Afrique. Nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines. Car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, des mercenaires blancs payés par certains pays avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre.
dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais Mobutu dénonce le contrôle militaire exercé par le Portugal et les pays de l'OTAN sur les pays de l'Afrique australe. au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire. Son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN. Car ce pays, avec ses colonies, est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Mobutu dénonce le racisme du Portugal et de la Grande-Bretagne en Afrique australe. Mobutu présente la position du Zaïre sur le conflit israélo-palestinien. Mais il y a un autre problème qui intéresse aussi au plus haut chef notre continent. C'est la situation au Moyen-Orient. Il s'agit sans détour de la question israélo-arabe. La situation qui prévaut dans cette partie du monde est sans doute la plus complexe et la plus délicate qui se soit posée à l'humanité. À écouter les protagonistes, on est tenté de conclure que la base de départ admise par tous est la résolution 242 du 22 novembre 1967. Mais chacun en a son interprétation et en tout cas personne ne l'applique. Vous vous demandez certes quelle est la position du Zaïre. Chez nous, avant de prendre une décision, nous essayons d'analyser objectivement les faits. Il nous semble enfantin et irréaliste de croire au mythe de jeter à la mer le peuple israélien. Ce peuple existe et il a droit à la vie. Mais il est aussi vrai que le peuple palestinien a le même droit que le peuple israélien, c'est-à-dire d'avoir une patrie et de vivre en paix. Il est donc inadmissible que les réfugiés de 47 soient délogés pour devenir les doubles réfugiés de 56 et qu'en 67 ils deviennent les triples réfugiés. Le peuple juif, qui a souffert du nazisme et de toutes sortes de racisme, devrait comprendre mieux que quiconque la souffrance des réfugiés palestiniens qui n'ont plus de patrie depuis un quart de siècle. Plus d'une fois, Israël a exigé des frontières sûres et reconnues, mais aucune fois Israël ne les a mentionnées. Car 1956 a remplacé 1947 et 1967 a remplacé 1956. Peut-être que demain, d'autres frontières seront exigées. C'est ainsi que le peuple arabe pense à son tour qu'il risque d'être rejeté à la mer, mais cette fois-ci à l'océan Indien. L'un des moments les plus marquants du discours de Mobutu à la tribune des Nations Unies fut l'annonce du Zaïre de la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Par ailleurs, on ne peut manquer de s'étonner de la visite que le ministre de l'Intérieur et de l'Information de l'Afrique du Sud raciste, le Dr Connie Mulder, vient d'effectuer en Israël. Ce fait nous donne beaucoup à réfléchir quant à l'orientation de la politique africaine d'Israël et partant de l'avenir de ses relations avec l'Afrique indépendante. Le Zaïre, qui se trouve à l'heure du choix, doit dissiper l'équivoque et lever une sorte d'ambiguïté à cause de sa vocation africaine. Par conséquent, le Zaïre doit choisir entre un pays ami, Israël, et un pays frère, l'Égypte. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et
et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Mobutu dénonce le concept méprisant des pays dits du tiers-monde. Je vous parle ici, bien sûr, en tant que représentant de mon pays, mais aussi en tant que dirigeant africain et ressortissant de ce qu'on appelle le tiers-monde. Au Zaïre, nous contestons cette appellation de tiers-monde qui, pour nous, n'a pas de sens logique. On ne peut non plus justifier l'appellation de tiers-monde sous l'angle géographique ni sous l'angle des populations. Car le tiers-monde ne constitue pas le tiers de l'humanité, mais plutôt les deux tiers. C'est pour le mépris qu'éprouvent certains pays colonialistes ne s'arrête pas là. Car ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Les auteurs eux-mêmes, trouvant ce terme trop fort, ont cru l'améliorer en lui substituant celui de pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques? Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zaïre, mon pays, comme sous-développé, car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier, alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent quand ils veulent bien l'avouer. Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale, ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Enfin, Mobutu présente selon lui ce qu'il considère comme étant un bon modèle de coopération. En effet, depuis le mois de janvier de cette année, le Zaïre vit une expérience unique dans le domaine de la coopération. Il s'agit de l'aide que la Chine consent à mon pays. Aux assistants techniques chinois, nous ne payons pas de billets d'avion et nous n'effectuons aucun transfert salarial dans leur pays d'origine. Les experts chinois adoptent le mode de vie de leurs homologues zaïrois. Le chinois se déplace, loge et se nourrit exactement comme son homologue zaïrois. Dans le domaine de l'assistance financière, la Chine nous a accordé un crédit important à très long terme et sans intérêt. Voilà, à mon avis, un bel exemple à suivre quand on veut aider un pays sous-équipé. Ce discours de Mobutu lui valut la reconnaissance internationale. Au vu du contexte post-indépendance africaine et du contexte de guerre froide, Mobutu se présenta comme grand défenseur de la cause africaine. Et cette position lui valut le respect de ses pairs.